j'adore ce que fait ce mec. C'est trop bien. J'espère qu'il a pas de drama, lui. Genre, en fait, parce que moi, je suis pas trop au courant de tous les dramas non plus. Donc, j'espère que lui, il a pas de drama. J'espère que lui, il est chill, tu vois. Allez, c'est parti. Là, on va se détendre un peu. Prenez-vous un truc à boire, vraiment. Détendez-vous. Let's go. Dans les années 80, une série de décès va choquer Hollywood. Une jeune actrice prometteuse qui décède tragiquement, une autre qui se fait étrangler par son ex devant la porte de sa maison, ou encore ce jeune acteur qui manque de finir asphyxié par une mystérieuse poupée. Mais voilà, mais dès qu'il y a une poupée, c'est forcément hanté. Je suis désolé, mais moi, les poupées, je peux plus en acheter. Hein. La seule poupée que j'accepte dans ma vie, c'est bébé. Mais c'est parce que bébé, il a toujours été là, tu vois. Il a toujours... Tu vois, lui, en fait, il défend ses autres poupées hantées. Il fait papa, je suis bébé, papa. Ce qui va réellement marquer le monde entier, c'est qu'il existe un point commun à tous ces événements. Ils ont tous été impliqués dans un seul et même projet. Le dossier Epstein. Une saga considérée aujourd'hui comme étant la plus maudite du cinéma d'horreur. Installez-vous correctement les amis, Wow. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fait Réel. Ah, tu sais, c'est vrai. Oh, ok. Je connais pas, hein. Si vous n'étiez pas encore au courant, vous pouvez me retrouver dès maintenant. Imagine-toi derrière la caméra. Admettons, t'es cadreur sur un plateau, d'accord? Le silence est total. T'es en train de cadrer la scène la plus importante de ta journée. Le petit garçon de la famille se fait étrangler par une poupée clown hantée. Tu le vois dans l'œil de ta caméra. Ce petit garçon-là, il se fait étrangler par la marionnette. Tu sais qui joue son rôle. Mais petit à petit, tu commences à avoir un doute. Ses bras se crispent, la couleur de son visage change, quelque chose ne tourne définitivement pas rond. Quelques jours plus tard, tu filmes une autre scène, où la mère de la famille cette fois tombe dans une piscine de boue. Sauf que cette boue, censée être remplie de faux squelettes, est en réalité remplie de vrais os, de vrais cadavres. Trop de questions. Comment ils ont trouvé, en fait? Comment ils ont trouvé autant de faux os? Parce que là, il dit remplir une piscine, c'est quand même beaucoup de faux os. À qui appartenaient tous ces corps? Les rumeurs de malédiction commencent à circuler, mais tu refuses d'y croire, jusqu'à ce que ton propre pressentiment te glace le sang. Un matin, tu retournes sur le plateau et on t'annonce que l'une des actrices principales ne viendra pas aujourd'hui, parce qu'elle est tout simplement décédée la veille des suites d'une agression. Te voilà coincé au beau milieu d'une saga qui semble maudire toute son équipe. Alors, on va pas se mentir, oui, moi, j'aurais démissionné aussi. Le plateau, il est douteux. Mais, elle s'est fait agresser. Je pense que le film a été tourné à Los Angeles. Il y a des agressions à Los Angeles très régulières, donc en vrai, c'est pas forcément... faut pas non plus commencer à mettre tout un complot en mode c'est à cause du film, c'est à cause du film. À moins que vous... Alors, si plus tard, vous me dites que la poupée hantée du film est allée tuer l'actrice dans son sommeil, dans la vraie vie, hors du film, là, j'ai peur. Mais pour moi, là, ça peut juste être une agression normale. Moi, je suis plus inquiété par les faux... Enfin, par les vrais os, du coup. Ah, super, vous l'avez voulu, le voilà. On est reparti pour un épisode un peu spécial, car je vais vous raconter tout ce qu'il s'est réellement passé, tous les événements surnaturels ou pas, d'ailleurs, dans la vie de qui ont entouré les 3 films d'une saga iconique, expliquant d'ailleurs peut-être, au passage, pourquoi Steven Spielberg s'est retiré, après avoir écrit le premier volet, sans vraiment le réaliser. Ah, attendez, là, ce qu'on va regarder, c'est sur un film de Steven Spielberg, quand même. Je parle bien évidemment de Poltergeist. Ce qui rend cet épisode si spécial aussi, c'est que tu quitteras pas cette vidéo sans un bon plan. Oh le placement produit, attention. Regardez YouTube Premium, comment c'est trop bien. Tu peux skipper les placements produits. À bientôt les zozos. Voyage est couvert avec incroyable. Bienvenue à Questa Verde. Écrit et produit par Steven Spielberg, le premier volet de la saga Poltergeist a toutes les cartes en main pour marquer le cinéma de la meilleure des manières. Après le carton des Dents de la Mer et Indiana Jones, Steven souhaite créer un film d'horreur familial. Bon. Mais on leur explique que film d'horreur et familial, ça va pas trop ensemble. Tu vois? Genre, il y a des trucs qui sont bons et qui vont pas ensemble, tu vois? Je sais pas. Genre, les cornichons, c'est bon. Le Nutella aussi. Mais ça va pas ensemble. C'est normal. Genre, en fait, le problème, c'est que si tu fais un film d'horreur familial, les gens qui aiment les films d'horreur, ils vont trouver que ça fait pas assez peur et que c'est trop grand public. Et si tu fais ça, et ben les gens qui aiment trop les films classiques gentils, qui vont voir ça, ils vont avoir trop peur et du coup ils vont pas aimer.
Donc au final, personne va aimer. C'est genre la mauvaise idée. Quand on sait comment ça a terminé, on peut pas dire qu'il est tapé dans le mille, hein, mais il voulait quelque chose qui mélange à la fois de la fantaisie, du surnaturel et de l'émotion. Et Le gars, il voulait tout en même temps, quoi. Il voulait un cocktail. ça, c'est bel et bien le cas. We wanted our setting to be very normal, and Steven then set the story in a very normal, everyday situation. Trop occupé par la préparation de son prochain classique, hein, à ce moment-là, Steven, c'est au top of the top. Le gars est en train de préparer E.T., donc bon, on peut lui pardonner, j'ai l'impression. Alors, ma mère, elle dit souvent que je ressemble à E.T. Et si vous ne savez pas c'est qui E.T., c'est lui. Est-ce que vous trouvez vraiment sincèrement que je ressemble à ça? Ma mère, elle trouve. Hein. Voilà. Voilà la vision de ma mère. Donc quand ma mère, elle me voit, elle voit ça. Tu m'étonnes qu'elle me déteste. La réalisation du film est confiée donc à Toby Hooper, connu pour avoir notamment pondu Massacre à la tronçonneuse. Cinéma familial, vous dites, c'est ça? Oui. Non, ça me semble être en de bonnes mains, ouais. Le film sort le 20 octobre 1982 et raconte l'histoire de Steve et Diane Freeling, un couple qui vit dans un paisible quartier résidentiel de la petite ville californienne de Cuesta Verde. Ils ont 3 enfants, Dana, l'aînée, Robbie, le cadet, et la benjamine, Carol Ann. Un soir, après la fin des programmes télévisés, la petite Carol reste assise devant la télévision. Alors qu'aucun signal n'est censé être diffusé, l'écran se remplit soudain de neige. Elle est persuadée d'entendre des voix provenant du téléviseur. La nuit suivante, un violent phénomène secoue la maison. Carol Ann se tourne alors vers ses parents et prononce alors cette phrase aussi inquiétante qu'iconique. Ils sont ici. Petit à petit, des phénomènes... En vrai, c'est trop stylé. Je suis désolé, mais genre, ils sont ici et que tu sais pas c'est quoi, tu les vois pas. Tu sais, il y a une légende qui dit que les enfants arrivent à voir les fantômes. Et les chiens aussi. Je sais pas c'est quoi le rapport, mais... donc en vrai, c'est stylé, tu vois, si l'enfant il est là et dit il y a des trucs dans la pièce, mais tu les vois pas, c'est fort parce que c'est de l'horreur qui coûte 0$ et qui... T'as pas un peu peur, comme ça. Des phénomènes étranges apparaissent. Pas mauvais. Les meubles bougent, des objets se déplacent, des apparitions invisibles mais violentes se manifestent. Carol Ann finit par se faire aspirer dans le placard de sa chambre comme si le mur était ouvert à une espèce d'autre dimension. La famille Freeling fera alors appel à des experts en paranormal et ensemble, ils finiront par trouver un moyen de faire revenir leur petite fille, provoquant la destruction de leur maison qui s'effondrera sur elle-même. Oh, il nous a tellement résumé le film, du coup, flemme de le regarder. Genre vraiment, il vient de nous dire tout le film. Et les chats. Ouais, mais j'ai jamais demandé à mon chat est-ce qu'il voit des fantômes. Parce que personnellement, quand je commence à parler à mon chat, il fait miaou. Et je sais pas ce que ça veut dire. Alors je sais ce que vous vous dites. En apparence, la production de ce premier film Poltergeist ne présente rien de réellement maudit. Cependant, lorsqu'on creuse un petit peu, certains événements survenus durant le tournage du film sont déjà très perturbants. Le cadavre L'une des scènes les plus marquantes du film est évidemment celle où le cadet de la famille, Robbie, se fait attaquer en pleine nuit. Alors qu'il entend des bruits étranges dans sa chambre, il regarde d'abord sous son lit avant de se faire surprendre par sa marionnette possédée. Oh, c'est bon, la marionnette, elle fait trop peur par contre. Hein. La marionnette, elle mérite même d'être dans Five Nights at Freddy tellement elle fait peur. Notre clown est un animatronique contrôlé mécaniquement, histoire de pouvoir... Un animatronique, tiens donc, ça vous rappelle pas un certain film? Contrôler à distance correctement ses bras pour les enrouler proprement autour du cou du petit Olivier Robbins, notre enfant acteur. Steven Spielberg, bien qu'il ne réalise pas le film, est très souvent sur le plateau. Et au départ, plutôt impressionné par le jeu d'acteur du petit durant la scène, c'est en le voyant rapidement tourner au bleu qu'il se précipite pour le libérer des bras du clown. Et bah vous savez quoi? Ça m'est arrivé aussi. Voilà, je le dis. Pour ceux qui se souviennent, je vous raconte vaguement l'histoire, mais en gros, quand j'étais au collège, il y a eu cours de... comment ça s'appelle? De premier secours, un truc comme ça. Et j'ai été choisi pour faire le volontaire. Et le prof, il s'est mis sur moi. Et quand il s'est mis sur moi, au bout d'un moment, genre, tu sais, il expliquait à la classe, regardez, c'est ça le mouvement qu'il faut faire. Et bah, je ne sentais plus mon bras. Et c'est une fille de la classe qui a dit, monsieur, ton bras est bleu. Et effectivement, mon bras était devenu bleu. Genre, mon bras était bleu. Je sais pas si vous réalisez, c'est bizarre de se voir en bleu, genre un bleu très pâle, limite morbide.
alors que c'était censé être un cours de premier secours. J'ai failli mourir à ce cours. Voilà. Oliver était littéralement sur le point de mourir étouffé devant l'objectif de la caméra. La scène a été gardée au montage d'ailleurs, la détresse que vous pouvez voir sur le visage du petit est un peu plus réelle. Après l'accident, la marionnette est, à juste titre, devenue une source de malaise sur le plateau. Par pitié, dites-moi que la marionnette, elle est actuellement en vente aux enchères parce que croyez-moi que je vais l'acheter. Genre, moi, j'adore les objets hantés. Et vous le savez, je fais des vidéos où je découvre les objets hantés dans la vraie vie. Je veux cette marionnette. Au point que certains techniciens refusaient de rester seuls avec la marionnette de peur qu'elle se réveille. Le clown se serait d'ailleurs mystérieusement déplacé tout seul, d'un jour à l'autre, à moins qu'il y ait évidemment eu quelques petits comiques dans l'équipe, c'est possible aussi. Bref, toujours est-il que les ennuis ont commencé comme ça, avec un clown devenu depuis officiellement l'un des objets les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Et de l'histoire de l'humanité même. Genre le truc, il est absolument pas rassurant. À aucun moment, il vient d'une terreur nocturne, je sais pas. Ce n'est pas le seul incident qui déclencha ces premiers bruits de couloir de malédiction. Dans une autre scène, Diane, la mère de notre petite famille, tombe, comme je l'ai dit en intro, dans une piscine remplie de boue, terrifiée par les événements surnaturels qui sont occupés de s'abattre sur la maison. Une fois empêtrée dans la boue, elle se rend compte qu'elle est entourée de squelettes. Alors, allons droit au but, ce sont de véritables dépouilles humaines. Enfin Mathieu, mais qu'est-ce que tu vas inventer? C'est impossible, ça n'arrivera jamais. La production s'est rendu compte qu'il était moins cher d'acheter de vrais squelettes destinés à l'enseignement de l'anatomie en médecine plutôt que d'en faire fabriquer de faux. Mais c'est trop bien. Ah, je suis désolé. Oui, c'est une vraie histoire pour ce qui est arrivé. Je suis désolé. C'est réel, c'est trop bien parce que regarde. Ça veut dire que tu peux pas avoir plus réaliste que des vrais os humains. Genre, pourquoi payer un faux os quand tu peux avoir un vrai os moins cher? Bien sûr que tu prends le vrai. Où va ça? Eh oui mon coco, c'est une décision économique avant tout, on peut le dire. Bienvenue dans la grande famille du cinéma. Et cela va sans dire qu'outre le côté éthique évidemment discutable de cette décision, vous imaginez bien que l'actrice principale était ravie de ne pas avoir été mise au courant, bien sûr. I thought that the skeletons were props. I thought they were made by the prop department, but I found out some years later that they were actually real skeletons. C'est trop stylé. Franchement, ils auraient même dû jouer sur ça, sur la communication du film. Tu vas dire, par exemple, notre film, c'est des vrais cadavres dedans. Et rigolez pas, mais moi, j'ai envie d'aller le voir, du coup. Genre, c'est trop bien. Je sais pas si le film est quand même sorti. On va le découvrir. Autant vous dire que le malaise, la fatigue, l'anxiété et des troubles du sommeil pour certains ont bordé notre équipe tout au long de ce tournage. Certains d'entre eux auraient même entendu des chuchotements bizarres dans la maison. Bref, très très peu enjaillants. Après plusieurs mois de tournage, le film sort au cinéma et devient l'un des plus gros succès horrifiques de la décennie. Bah voilà, donc il est sorti et en plus il a marché. Que demande le peuple? Coucou, je te suis depuis quelques mois, mais je suis trop contente. C'est le premier live que je vois avec mon nouveau compte Twitch. Bienvenue Noémie, bienvenue sur le live. Et d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui arrivent. Je sais que je dis pas bonjour à tout le monde depuis tout à l'heure parce qu'on réagit en même temps. Là, ça sera en rediff YouTube. Mais merci à tous ceux qui débarquent sur le stream. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça régale. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop mignons. Franchement, s'il y avait plus beau que vous, ça se saurait. Aux côtés de L'Exorciste, notamment, et des Dents de la Mer. Et il reçoit 3 nominations aux Oscars. Mais... Ça me tue le truc, il a eu 3 Oscars. Personne dans le live sait c'est quoi ce film. Le truc, il a gagné 3 Oscars. Il est un des meilleurs films de tous les temps. Personne ne l'a jamais vu. Waouh. Si on n'appelle pas ça du surcotage. Meilleur son, meilleur montage et meilleur squelette. Meilleur effet visuel, vous avez compris. Bon, en même temps, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire que ce sont de vrais bugs. Voilà. Donc impossible de perdre, en fait. Mais alors que tout semblait enfin terminé, rentré dans l'ordre, fin de tournage, loin des paillettes. Mais attends, vous savez, tout à l'heure, il a dit au début du film, il y a une des actrices principales qui est partie. Elle est morte. Alors du coup, ils font quoi alors? Ils continuent le film? Genre par exemple, imaginons que demain, Tom Holland, il meurt. Je lui souhaite pas, mais imaginons il meurt. Comment il continue le film Spider-Man sans Tom Holland? Tu vois? Je veux dire, en vrai, quand tu fais du cinéma, tu mises un peu, quand l'acteur principal, tu mises un peu tout sur ton acteur principal. Si l'acteur principal, il lui arrive un truc, t'es vraiment pas bien. La pression que ça doit être. Des interviews et des tapis rouges, le premier véritable drame est sur le point de se produire.
Après, vous me direz aujourd'hui avec l'IA, ils peuvent refaire un Tom Holland. Hein. Quelques C'est seul et dans la playlist. Merci beaucoup, Babap. Merci beaucoup à ceux qui écoutent ma musique. C'est vraiment le truc qui me touche le plus, c'est quand vous écoutez ma musique et que vous aimez bien. mois après la sortie du film dans les salles américaines, Dominique Dunne, qui incarne la grande sœur de Carol Anne dans le film, rentre chez elle dans son quartier de Los Angeles. Un homme l'attend devant sa porte d'entrée. Cet homme, c'est John Thomas Sweeney, son ex-petit ami. Leur relation était violente et marquée de disputes, raison pour laquelle elle avait récemment décidé d'y mettre fin. According to police reports, on the night before Halloween, the chef carved a chocolate mask in Dominique's likeness and delivered it to her door. Dominique was rehearsing lines with actor David Packer when... Attendez. On en parle de ce qui vient de se passer. Donc, il y a un mec qui a créé un masque en chocolat à l'effigie de sa copine, l'a placé devant sa porte pendant que elle répétait ces scènes avec un autre acteur. Ouloulou, ça sonne le mauvais plan. Sweeney made his surprise visit. Ce soir-là, la discussion dégénère. John l'étrangle à main nue sur le trottoir devant son domicile pendant plusieurs minutes. Ah oui. Packer later testified that he tried to ignore the argument. He turned on the Poltergeist soundtrack to drown out the noise. Quoi? Attends. Pour noyer le bruit de la meuf qui se fait égorger, il a mis la bande-son du film qu'elle est en train de tourner en ce moment. Là, si vous êtes des gens normaux, la seule chose que vous pourrez répondre à ça, c'est eux. Then he heard Dominique scream. Malgré l'intervention des voisins, les médecins constateront des lésions cérébrales irréversibles dues au manque d'oxygène. Dominique mourra 5 jours plus tard. Ah, ça reste dans le thème, bah oui. When she was killed, we were stunned because that had been such a life force. That was really a tragedy. Son meurtrier est arrêté puis condamné à 6 ans pour homicide volontaire, sa défense ayant ainsi... Attends, quoi? Que 6 ans? Le mec, il a tué une meuf. Il est coupable. Il a des preuves. Il a pris que 6 ans. Mais c'est pas normal. On va rajouter un 0. insisté sur l'absence de préméditation. Grâce à la conditionnelle, il en sortira au bout de 3. Je peux aller me faire foutre aussi pendant que j'y suis. Genre, comment ça, au bout de 3 ans? Donc, déjà, je dis 6 ans, c'est vraiment pas beaucoup quand t'as tué quelqu'un. Et là, vous me dites, vu qu'il a été gentil, on l'a libéré au bout de 3 ans? C'est-à-dire que là, je peux aller buter quelqu'un dans la rue, dans 3 ans, je suis sorti. Ah, les lois de l'Amérique. Ça, c'est mon Amérique. 3 petites années pour avoir brutalement stoppé la vie d'une femme âgée de seulement 22 ans. Ah, elle est plus jeune que moi. En plus d'être liée à une saga visiblement maudite, Dominique Dunne deviendra un symbole d'injustice à Hollywood. Un jeune enfant qui manque de mourir étranglé par une marionnette, une actrice forcée de se baigner avec de véritables dépouilles humaines, une autre assassinée, le film fait clairement les gros titres entre succès et tragédie. Et après, vous allez dire que je suis un fou furieux, mais tout ce qui se passe, c'est de la super bonne pub pour le film. Hein. Parce que clairement, on va pas se mentir, si demain on apprend qu'il y a un film d'horreur, ils utilisent des vrais cadavres, l'actrice principale s'est fait tuer pendant le tournage, il y a un enfant qui a failli mourir et est devenu bleu pendant le tournage, et apparemment c'est pas fini parce que là on est qu'à 50% de la vidéo, tout le monde va aller le voir le film quand ça sort. T'as trop envie de voir ce que c'est. C'est pas ce qui se passe, ça a l'air d'être le chaos. les événements qui alimenteront cette idée que Poltergeist est une production maudite sont pourtant loin d'être terminés. Retour dans L'Other Side. Side, c'est le fameux monde parallèle dans lequel Carol Anne s'est fait aspirer dans le premier film. Et Ah au oui, le vu budget. du premier succès, il était impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de suite. Quand le tournage de Poltergeist 2 commence, ça fait 3 ans que Dominique Dunne est décédé. Attendez, donc là vous êtes en train de me dire que le film a été un tournage catastrophique, open the guillemets, fermez les guillemets, et il recommence. Ils se sont pas dit c'est pas un signe de là-haut, c'est pas un signe du destin que tout le monde crève ou a des problèmes dans votre film, et vous vous dites oh bah si on vous a un 2 quand même, et peut-être même un 3 pendant que vous y êtes.
Soyez fous en fait, tuez tout Hollywood. La production décide de ne pas recaster son personnage, qui sera présent dans ce deuxième film, mais uniquement au travers de dialogues. Mais elle est morte. C'est normal que vous ne puissiez pas la faire jouer, elle est morte. Qui n'est pas vraiment un problème, puisque ce film-ci se concentrera une nouvelle fois sur la petite Carol Anne. Alors par quoi est-ce qu'elle va encore se faire aspirer cette fois, hein? Je veux dire, un écran de smartphone, c'est ça? Non, on est en 1985, d'accord? Le téléphone, c'est à base de boutons poussoirs à l'époque. Ce deuxième film d'ailleurs ne sera pas réalisé par Toby Hooper. Non, changement de réal. Non, ce n'est toujours pas Steven Spielberg. Quoi, monsieur est occupé, c'est ça? Il est sur un autre classique du cinéma? Oui, il est occupé sur Indiana Jones 2, effectivement. Fortune and glory. Ah, il enchaîne les hits à cette époque, c'est clair. Et puis il veut visiblement pas trop mettre les pattes dans cette mélasse, hein, qui sent bon la malédiction. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce deuxième film pour notre famille Freeling? Attendez, vous y croyez aux malédictions? Est-ce que, selon vous, tapez 1 si vous croyez aux malédictions qui peuvent avoir lieu sur ce genre de tournage, et que pour vous, il fallait vraiment pas faire un 2, ou tapez 2 si vous pouvez que c'est n'importe quoi. Pour vous, c'est n'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en reste quand même beaucoup de coïncidences. D'un côté, il faut y croire quand même un peu. 1 et 2, je sais pas du coup du tout. 3 carrément. Ouais, c'est marrant, je pensais qu'il y allait avoir tout le monde qui allait mettre 1. Au final, vous êtes autant à mettre 1 que 2 dans le chat. Donc il y a autant de gens qui pensent que les malédictions existent sur les tournages. Et autant de gens qui pensent que c'est bullshit. Eh bien, après la destruction de leur maison, ils quittent la Californie pour s'installer chez la mère de Diane, dans l'Arizona, et pendant 4 ans, ils y mènent la belle vie. Sauf qu'évidemment... Attendez, me dites pas qu'il s'est passé un truc avec le chien. Si le chien il est mort, par contre, je vais m'énerver. Hein. Les mauvais esprits ont fini par les retrouver et le malaise de s'installe à nouveau rapidement dans leur foyer. La mère rêve de zombies qui veut la grailler, les jouets des enfants volent d'un mur à l'autre, et c'est à nouveau Carol Anne qui établit une nouvelle communication avec eux au travers d'un jouet en forme de téléphone. Mais il est énorme! Oui, effectivement, moi je pensais que c'était une blague, mais enfin, on n'est pas loin de la vérité quelque part. Cette fois, la voix de l'homme qu'elle entend a un visage et un corps. Celui d'un vieux révérend à l'apparence malade et au sourire qui fout en l'air toute bonne ambiance environnante. Alors, je veux pas dire, je trouve que l'acteur qui joue là, il a tellement la gueule du personnage. J'ai pas vu le film, hein, mais je le sens gros comme une maison. Il ressemble un peu il ressemble pas à lui là? Voilà, lui, vous trouvez pas, il ressemble de ouf sur les paquets de céréales. Regardez le mec là. Vous trouvez pas, il ressemble de malade à lui? Vieux révérend. Là, c'est la même personne. Là, il s'est coupé les cheveux. C'est giga drôle. L'apparence malade et au sourire qui fout en l'air. Donc, il vend des céréales. Toute bonne ambiance environnante. Bloqué entre deux mondes, ce chef d'une secte morte dans le désert n'aura de cesse de trauma notre famille. Les Freeling feront à nouveau appel à leur médium, Attends, mais elle, on dirait une libellule. C'est quoi ses yeux? Gina, accompagné cette fois d'un sidekick, en la personne de Taylor, chef un grand chaman indien. Personnage important dans la malédiction de la saga. Alors, me demandez pas pourquoi, moi j'ai toujours kiffé les Indiens. Voilà. Genre, je trouve c'est trop stylé leur délire du feu, les tipis, les campements... chasser le bison en haut de la colline. Tu vois, genre, je sais pas pourquoi je kiffe trop le délire indien, le délire cowboy aussi. Genre. Viendra. Carol Anne est donc de nouveau enlevée dans l'autre monde, voilà, par ce fameux vieil homme cette fois. Diane, sa mère, parvient je te demande pourquoi t'aimes les fois Indiens. à aller la rattraper par le callback et Waouh, mais attendez, mais est-ce que ça serait pas un fond vert? ensemble, ils finissent Ou est-ce qu'ils par sont vraiment dans le venir à ciel? bout du vieil homme. Aidé par le chaman et ses rituels, notre famille est à nouveau réunie et ferme alors le passage entre les deux mondes une bonne fois pour toutes. Oui, ça a pris un coup, 1986 les amis, rappelez-vous. Le film performe un peu moins que le premier volet, mais ça reste tout de même un succès commercial. Et encore une fois, plusieurs événements ont foutu un beau malaise durant ce tournage. La malédiction frappe à nouveau. L'un des éléments les plus effrayants de ce second épisode, c'est pas les jouets qui volent ou les squelettes qui sortent du placard, non. S'il y a bien une chose qui t'a marqué en sortant de cette salle de cinéma,
c'est ce foutu révérend Kane joué par Julian Beck. Oh, moi j'avais cru que c'était le prix de la place. C'était 12 € aujourd'hui d'aller au cinéma. J'ai déjà même payé 16 €. Parce que moi maintenant, j'ai plus les réductions de quand tu es jeune. Maintenant, je dois payer les places de cinéma et ça coûte cher. Ça coûte cher. Genre vraiment, aller au cinéma aujourd'hui en France, tu payes... Allez, avec le popcorn, t'as 30 balles pour deux, hein. Voire plus. Son interprétation hyper malaisante, accompagnée d'un physique au bout du Rolls, hein, on peut le dire, c'est pour te filer des cauchemars quand il se marre, le papy. Hein. Moi, je l'aime Le bien. truc, c'est que c'est pas tant du fait de l'équipe maquillage. En réalité, notre pauvre homme souffre d'un cancer de l'estomac en stade terminal. Physiquement, il est très affaibli, son visage est creusé, et Mais moi, je trouve qu'il a l'air d'aller bien. Il me répond un fou, mais pour moi, c'est juste un vieux monsieur, quoi. Tu sais, quand t'es vieux, t'es pas au prime de ta vie, mais t'es là, hein. Moi, je trouve qu'il est... En plus, pour jouer au cinéma, il faut quand même qu'il ait un peu de niaque, tu vois. ça ne manque pas de foutre un beau malaise sur le plateau, puisque limite ils sont en train de se dire mais putain mais vous n'avez aucune limite en termes d'immersion vous en fait. Oui parce que la production est parfaitement au courant hein, de son état fragile, mais ils l'ont jugé apte à jouer ce rôle. Ils savent très bien que son état va donner une intensité terrifiante à son personnage. Alors, c'est horrible. C'est quand même horrible. Alors, nous, on vous prend, pourquoi vous avez l'air malade, vous êtes en train de mourir. Bah, venez dans notre film, parce qu'on a besoin de gens qui sont au bout du rouleau. Genre vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, moi, je trouve personnellement que là, du peu qu'on voit, moi, je kiffe l'acteur. En tout cas, il a l'air de super bien jouer. Mais c'est malsain quand même de prendre des acteurs parce qu'ils vont pas bien. Il a quoi? Il a un cancer de l'estomac. Sauf que ce qu'il redoutait arriva, Julian Beck meurt des suites de son cancer près d'1 an avant la sortie du film au cinéma. Oh, mais c'est pas exactement ce qu'ils voulaient, les réalisateurs. Comme ça leur fait un gros scoop. Un acteur est mort avant la sortie de ce film d'horreur. Encore une fois, ça va faire comme le 1, hein. C'est les dramas qui vont faire que le film marche. Il a même pas eu le temps d'enregistrer ses dernières voix off. Du coup, la production a été obligée de faire appel à un comédien de doublage pour terminer le boulot. Vous vous souvenez du chaman dont je vous parlais un peu plus tôt? Eh ben, si Julian Beck incarnait la mort, la personne de Kane, Will Sampson, lui, représentait la protection spirituelle, en interprétant le rôle du chaman indien Taylor. Alors, autant Julian était malade avant le tournage, tout le monde le savait, autant Will était en bonne santé avant de rejoindre le plateau. Dans le film, Taylor fait face à des forces surnaturelles puissantes, et amérindien d'origine, notre acteur effectue des rituels personnels pour se protéger lui et pour protéger le plateau de tournage. Attends, donc le mec, en fait, c'est pas genre un chaman pour le film. Le gars est vraiment chaman dans la vraie vie. Ils ont pris que des acteurs qui jouent exactement leur rôle, en fait. Il disait vouloir aider à purifier les espaces où les scènes surnaturelles avaient été tournées, notamment celles avec de vrais squelettes. De base, jouer avec les morts, ça semble pas être une super bonne chose, sur papier, hein, de manière générale, mais pour quelqu'un qui croit profondément au monde invisible, la frontière entre le monde des vivants et des morts est parfois fragile et il faut la respecter. À la sortie du tournage, Will commence à souffrir de graves problèmes cardiaques. Il subit plusieurs greffes avant de malheureusement mourir de complications post-opératoires quelque temps après la sortie du film. Alors ça, par contre, c'est vraiment un truc de fou. Si le mec était en bonne santé, et il avait l'air, hein, en tout cas, il avait les bonnes couleurs et tout, ça m'étonne qu'il soit mort après le tournage. C'est quand même grave de fou. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous y croyez aux choses spirituelles? Est-ce que vous pensez qu'il y a des fantômes, tout ça? Tapez 1 si vous pensez qu'il y a des fantômes. Vous savez quoi, non, ne tapez rien, en fait. Ne tapez nulle part. Je vais carrément faire un sondage. Regardez, on peut le faire maintenant en live. Croyez-vous au spiritisme? On va appeler ça. Je sais pas si ça se dit spiritisme. Ah, si, c'est comme ça. Oui. Non. Vous avez 1 minute pour répondre et nous on regarde les résultats. Non! C'est ça que je voulais faire. Nouveau sondage, désolé. Croyez-vous au spiritisme? Oui. Non, désolé, j'ai cliqué trop vite. Voilà les résultats. Donc là, actuellement, j'ai les résultats devant moi. Donc il y a une personne qui a dit qu'elle croyait au spiritisme, 4 personnes qui ont dit qu'elle croyait au spiritisme, 6 personnes. Il y a personne qui dit non, quoi. Tout le monde dit quoi? Tout le monde y croit. Une personne n'y croit pas. 13 personnes y croient. Sur les 69 personnes qui regardaient le live. Ok, on va attendre.
Ouais, moi, je suis curieux parce que là, pour l'instant, l'histoire, en tout cas, Matt, sa vidéo elle est trop bien. Parce que l'histoire, je la connaissais absolument pas et c'est super intéressant. Il y a 2 personnes qui ne croient pas aux fantômes et au spiritisme. Et il y a 17 personnes qui y croient. Je suis étonné. En fait, je m'attendais pas à ce que ma communauté soit autant dedans. C'est marrant de fou. Bon, là, je pense qu'on va pas se mentir. Les gens croient au spiritisme d'après ce sondage, en tout cas. Essayez de faire les 20. Il manque 2 personnes. Comme ça, on est ça. Vous pouvez toutes voter, hein, c'est gratuit. Hein, ça va pas vous tuer. Tranquille. Donc là, il y a quand même 2 personnes qui disent non. 90% des gens disent oui. Au moins, c'est un vrai sondage. Ah, il reste une personne à mettre oui. Dommage. Ok. Donc les gens sont chauds. T'es belle. Merci. Je pense. C'est ça que je veux dire? Je sais pas. Désormais, le bilan s'alourdit encore pour Oula. notre saga. En seulement 2 Oula. films, Poltergeist est désormais lié à 3 décès. L'idée d'une malédiction entourant la saga devient de plus en plus concret et malheureusement, le pire est encore à venir. Ok. Désolé Google, mais tu ne fonctionnes plus. Voilà. Désolé, je dois relancer YouTube. C'est les petits problèmes en live. Parce que mon PC, il a des bugs de fou. Hein. Mon PC, je vous dis, hein, j'ai payé 3000 €, il est tout le temps bugué de malade. Je vais relancer Twitch aussi. Ah, un Twitch, je l'ai déjà. Okay. Du film. Désormais, le bilan s'alourdit encore pour notre saga. En seulement 2 films, Poltergeist est désormais lié à 3 décès. L'idée d'une malédiction entourant la saga devient de plus en plus concret et malheureusement, le pire est encore à venir. Le On chapitre entre désormais dans la partie la plus choquante, celle qui donnera définitivement tout son sens à cette supposée malédiction. Malgré les drames, le studio derrière la saga, la MGM, veut capitaliser une dernière fois sur le film. Ah mais gros, mais y a pas à forcer comme ça. Vous me dites pas qu'ils en ont fait un 3e. Non, Poltergeist reste fort et la franchise est rentable. Logique, j'ai envie de vous dire. Pour marquer une dernière fois les esprits bien comme il faut, le studio cherche alors un réalisateur capable d'assumer un ton encore plus noir et confie la réalisation à Gary Sherman. Alors, je vous rappelle de base que c'était censé être un film familial, mais là, en fait, de film en film, ils partent vraiment sur du vrai horreur. Je pense qu'il va se passer quelque chose de pas bien, là. L'histoire du 3e volet de la saga se déroule à Chicago. La famille Freeling a envoyé Carol Ann vivre chez sa tante Pat et son oncle Bruce dans un appartement. Et rapidement, elle sent que les esprits ne l'ont pas totalement oubliée. Non, elle se sent toujours poursuivie par quelque chose ou quelqu'un. Cette fois d'ailleurs, les esprits et le révérend Ken, oui, ils ont trouvé un moyen de le faire revenir, bien sûr, se manifestent non pas à travers une télé ou un téléphone, mais à travers les miroirs. C'est mieux fait que dans les autres films. Petit à petit, l'immeuble se transforme en labyrinthe surnaturel, les ascenseurs ne mènent plus aux bons étages, les couloirs semblent se déformer et les miroirs deviennent des portes. Mais en vrai, de vrai, quand il t'arrive autant de trucs paranormaux, au bout d'un moment, t'es habitué. Genre, t'as moins peur. Genre, le fantôme, il fait ouh, tu fais ta gueule. Sauf que cette fois, les esprits sont un petit peu plus hargneux. Hein. Ils veulent posséder la petite Carol Ann pour définitivement ouvrir un passage vers le monde des morts. Ce 3e volet est un flop au box-office. Avec environ 14 millions de dollars de recettes, il est... Ah oui, non mais, les gars, regardez quand même les chiffres. 122 millions, 40 millions, alors que, je vous rappelle quand même que Matt, il a dit, il n'est pas si différent du premier niveau box-office. Il y a quand même presque 100 millions de différence. Et 14 millions pour le dernier. Genre le dernier limite, je pense que l'Everest de Inoxtag a rapporté plus. Très loin derrière les 2 premiers. Et ce, malgré la notoriété de la série et la présence de Heather O'Rourke, la petite actrice qui n'est autre que le visage de cette saga depuis le premier volet. Mais elle a pas vieilli elle, hein. De film en film, tout va bien, la meuf ne vieillit pas. Malheureusement, elle a 40 ans. Si l'histoire se termine sur une bonne note pour Carol, la vraie vie de son actrice Heather connaît, elle, une fin tragique. Non. Après le tournage de Poltergeist 3 en 87, Heather, alors âgée de 12 ans, se plaint de fortes douleurs abdominales. D'abord diagnostiquée d'une grippe, une seconde hypothèse débarque alors. Elle aurait subi une infection, après avoir bu de l'eau de source, à même le ruisseau lors d'un séjour à la montagne. Ouais, c'est ce qui se dit, voilà. À la suite d'un malaise cardiaque, on lui diagnostique alors
une infection et un rétrécissement de l'intestin liés à une potentielle maladie de Crohn. La situation est tardive, une opération d'urgence est programmée, mais Alors, petite fun fact que je vous balance comme ça, MrBeast a aussi la maladie de Crohn. malheureusement, Heather n'y survivra pas. Malgré leurs efforts, les chirurgiens n'arrivent pas à la sauver. La jeune actrice, le visage emblématique de Poltergeist, décède alors le 1er février 88. Alors moi, je trouve que c'est quand même très grave parce que c'est l'actrice principale, elle est jeune, et c'est ouf de se dire que toute sa carrière quasiment, enfin du moins sa fin de carrière, c'est uniquement joué sur un film d'horreur où elle est vraiment l'emblème. Elle a perdu quand même des gens, genre il y a des gens qui sont morts pendant le tournage. Genre ça doit être dur pour, à l'époque même pour la gamine, tu vois, de vivre en sachant qu'elle a perdu beaucoup de gens. C'est dur à cet âge-là, hein. T'es petit, déjà même quand t'es grand, perdre des gens dans ton entourage, des adultes en plus, tu sais, tu te dis c'est bizarre ce qui se passe, mais les gens continuent de te dire vas-y, continue de jouer, t'es payé, t'inquiète. C'est un peu bizarre. C'est quoi la maladie de Crohn? Je crois que c'est une maladie des intestins qui font que t'as mal au ventre et sûrement des trucs bien plus compliqués, mais que je n'ai pas les compétences pour expliquer. Poltergeist 3 sortira 4 mois plus tard, sans son actrice principale. Poltergeist 3 opens around the country. The memory of Heather O'Rourke continues to make headlines. Faut savoir qu'Heather, à ce moment-là, était considéré comme un enfant presque prodige, destiné à une grande carrière. Pour les fans et Hollywood, sa mort est une injustice de plus. Et c'est à ce moment-là que la Elle avait l'air presse trop commence sympa. à parler ouvertement de saga maudite. 3 films, une famille persécutée par les esprits, et surtout 4 morts tragiques. Et si, finalement, Énorme! le fantôme du révérend Kane existait bel et bien? Dominique Dune meurt tragiquement après avoir incarné un membre clé de la famille Freeling. Julian Beck disparaît après avoir donné littéralement un visage au sinistre Kane. Alors lui, c'est le seul en mode je comprends pourquoi il est mort, parce que littéralement il était déjà en train de mourir de base. Donc concrètement, lui, ouais. Will Sampson meurt après avoir affronté et vaincu le fantôme du révérend. Lui par contre c'est un mystère, personne ne sait vraiment pourquoi il est Heather mort. O'Rourke s'éteint après que son personnage ait résisté à la possession, et plus récemment, l'actrice Zelda Rubinstein, qui incarnait la médium Tangina, est également décédée à 76 ans d'un arrêt cardiaque. D'ailleurs, pour la petite histoire, peu de temps après la mort de Heather, on apprendra via sa famille que son intestin était en fait rétréci depuis la naissance, et qu'en réalité, elle n'était pas du tout atteinte de la maladie de Crohn. Elle n'aurait donc finalement jamais dû subir l'opération qu'elle a subie. D'ailleurs, la Ah mais tu sais que c'est ça qui l'a affaibli, parce qu'elle a subi une opération qui ne servait à rien. mère a engagé ensuite des poursuites contre les médecins et l'affaire fut réglée hors des tribunaux pour un montant jamais rendu public. Aucun médecin n'a donc officiellement été déclaré coupable. Malgré ce parfum de malédiction qui entoura la saga Poltergeist, tout n'est pas totalement noir non plus, il faut le dire. Le père de la famille, par exemple, Craig Nelson, a connu une bonne carrière après ça. Oliver Robbins, qui incarnait Robbie, ne s'est plus jamais fait surprendre par une marionnette hantée depuis. Il y a même eu en 2015 un reboot avec Il y a Sam eu un Rockwell reboot et Rosemary DeWitt qui n'a subi, visiblement, aucun événement inquiétant pendant ou après le tournage. Peut-être que les esprits se sont dit, bon, allez, le film est assez mauvais comme ça, c'est pas nécessaire d'aller les emmerder, c'est une possibilité. Je dis ça, je dis rien, c'est une hypothèse. Une nouvelle série Amazon centrée sur l'univers serait d'ailleurs en cours de tournage, on n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus pour le moment, mais pourquoi continuer un truc qui a tué des gens, je crois. plutôt curieux. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à me le dire en commentaire, même à me suggérer d'autres histoires comme celle-ci qui pourraient peut-être faire l'objet d'un futur fait réel, évidemment. Faire l'objet d'un futur fait réel, bien évidemment. J'aime trop imiter. Bref, sa vidéo était trop bien. Franchement, sa vidéo était grave cool. Giga drôle en tout cas. Moi, j'ai bien aimé. Genre, enfin, drôle peut-être pas, mais en tout cas, on a appris des choses. Ça fait plaisir. Merci Stilgreen pour le sub.